par où la sortie? Rebonjour, chers travailleurs radio-équipés, vu que c'est l'expression que nous avons consacrée aujourd'hui en début d'émission, en rappelant bien sûr que les travailleurs, ça part à minima de nos braves jeunes qui sont en galère sur Parcoursup et qui sont dans la file d'attente, en train de se demander s'ils valent quelque chose, etc. Et prêts bientôt à accepter le renoncement à ce qu'on leur avait promis, aux rêves qu'on leur avait promis, etc. Mais c'est également bien sûr les travailleurs salariés, les travailleurs indépendants, les chômeurs qui font partie du travailleur collectif. Ils ne sont pas du tout hors production, pas du tout. Et bien sûr, les retraités qui restent parfaitement productifs par bien des aspects, ne serait-ce qu'en termes de valeur d'usage, de choses utiles. La production des retraités est quand même énorme et ils font partie également de ce travailleur productif. Les travailleurs, ça ne se réduit pas à un tout petit pourcentage de la population. Alors, on avait évoqué mai 68 avec Aymeric Monville, co-directeur des éditions Delga et également animateur de la chaîne YouTube Aymeric Monville, que je vous invite vraiment à suivre, qui est pétillante, comme je le disais. Donc, on a parlé de mai 68 en faisant un peu la genèse de mai 68, en partant de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de cette sorte de victoire du socialisme et qui entraîne une réaction de l'impérialisme américain avec les plans Marshall qui porte en lui une colonisation des cœurs et des esprits pour transformer ces mots d'ordre qui étaient au début liberté, égalité, fraternité pour la France, qui étaient devenus sous l'occupation nazie travail, famille, patrie, et qui après la défaite du nazisme et avec l'aide du plan Marshall remplacer ce liberté, égalité, fraternité finalement par sexe, drogue and rock'n'roll. C'est de ça dont on va parler. Comment mai 68 marque une étape du dressage des consommateurs, en fait, de la répression dans le même temps des producteurs, qui se retrouvent dans cette expression « tout est permis, mais rien n'est possible ». Tout est permis pour le consommateur, rien n'est possible pour le producteur, et que l'on retrouve également dans des slogans de 68 comme l'imagination au pouvoir, avec que Kluskar caricaturera quelque part en disant « ça y est, Hollywood descend dans la rue », etc. Voilà, donc on va parler marchandises, on va parler de tout ce rêve, de cette consommation qui est entrée dans nos mœurs, avec Aymeric Monville. Donc vous êtes à nouveau avec nous, Aymeric. Alors, oui, continuons notre conversation. On en était resté donc à comment se passe ce dressage anthropologique. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, il y avait un mot à l'époque, en mai 68, qui était le mot journalistique à la mode. Aujourd'hui, c'est fake news. À l'époque, c'était société de consommation. Les jeunes, on en marre de la société de consommation. Kluskar trouvait qu'il n'y avait rien de plus idiot, parce qu'il disait une société où on consomme ce qu'on produit, ça s'appelle le socialisme, et moi j'y vais tout de suite. Donc Kluskar analyse des néofascismes et idéologie du désir, qui est son grand livre écrit juste après mai 68, 4 ans après, et après sa grande thèse d'État qui s'appelle Les Trelcom, peu importe. Il analyse la consommation, en sociologue, la consommation des Français. Et contrairement aux idéologues gauchistes, je dis gauchistes au sens péjoratif, que pour la penche c'est Lénine. Je ne critique pas les gauchistes d'un point de vue de droite, je critique le gauchiste d'un point de vue léniniste, qu'on comprenne bien. L'idéologue gauchiste le plus en vue, c'était Herbert Marcuse, dont la théorie c'est de dire la classe ouvrière s'est vendue pour un plat de lentilles. Il faut maintenant, ce sont des marginaux, des gens qui vont faire la révolution, sur qui repose sur la fraise d'épaule desquels repose la tâche de changer complètement le mode de production. Bigre. Donc Kluskar au contraire montre que la classe ouvrière dans son ensemble, c'est-à-dire ce qui reste encore majoritaire en France, je rappelle que le couple ouvrier-employé, c'est le couple le plus représentatif de la population française, c'est plus de la moitié de la population française encore aujourd'hui. Tout à fait. Contrairement à ce qu'on voulait faire croire, c'est pas parce que ça disparaît dans les MIDAC, ça n'existe pas, au contraire, c'est même le socle de la société et de la production. La classe ouvrière aussi ne cesse d'augmenter au niveau mondial. Alors bien sûr qu'en France, on délocalise, on désindustrialise, mais c'est quand même ce sur quoi repose quand même le socle de notre mode de production. Qu'est-ce que montrait Kluskar dès 68? C'est que la classe ouvrière avait accédé, par rapport à l'après-guerre, à ce qu'il appelait des biens d'équipement
du ménage, l'investissement du ménage. Par exemple, une voiture pour se rendre dans les centres-villes pour travailler, parce que avec l'exode rural, avec le fait qu'on a fait quitter pas mal de paysans ont dû quitter leur campagne pour venir travailler dans les grandes métropoles, il fallait une voiture pour accéder aux grands centres urbains. La machine à laver, pour que madame puisse aussi aller travailler, les femmes ont toujours travaillé dans la classe ouvrière, mais là ça a été encore plus généralisé. Aujourd'hui, je donne un bon exemple, c'est le portable. On pense qu'on consomme un portable et les jeunes sont très fiers d'avoir leur portable. Et s'ils l'ont pas, en plus, ils se sentent désocialisés, s'ils n'ont pas le dernier portable à la mode. Mais le portable est la condition pour que le patron puisse vous joindre à n'importe quelle heure. Donc c'est une manière de toujours, pour que vous soyez toujours disponible, pour que vous puissiez revenir au télétravail. Je rappelle que quand même le télétravail, c'était la forme première du capitalisme. Ça s'appelait le domestic system. C'était faire travailler, y compris les gens à la maison. Donc tout ça, tous ces pseudos. Alors, Kouskar disait, on consomme pas un frigo, on consomme ce qu'il y a dedans. Le frigo, c'est fait pour, ça s'appelle un bien d'équipement. C'est pareil pour un téléphone. Donc tout cette espèce, il faut analyser cette espèce de pseudo-consommation et montrer que finalement c'est une manière absolument nécessaire pour le mode de production de continuer, de perdurer, de se développer. Ça pourrait être dans le socialisme. La voiture, de toute façon, en soi, est un progrès. Bien sûr, on peut balader sa famille le dimanche. La voiture, telle que ça avait été pensé dans les années 60, c'était les 2 heures de route pour rejoindre son lieu de travail. Donc tout ça, il montre bien qu'il y a une certaine arnaque. Les nouvelles couches moyennes, c'est autre chose. Là, on leur fait consommer du vent. On leur fait consommer le libidinal, le ludique et le marginal, qui est la traduction exacte et le mondain marxiste et avec l'analyse du sociologue de sex, drogue et rock'n'roll. En tout cas, de cette espèce de mirage, c'est-à-dire on leur fait consommer du vent, parce que ces nouvelles couches moyennes, contrairement aux classes moyennes d'antan, sont toutes rentrées dans le salariat dans les années 60. Elles sont sorties de la petite propriété, les petits propriétaires, petits commerçants qui possèdent leurs moyens de production et d'échange, et là ils ne possèdent même plus là. Ils sont complètement dépendants, ils sont complètement intégrés au système, et en plus on veut leur faire croire qu'ils sont des rebelles. Et surtout qu'ils vont faire une révolution pour eux, le 14 juillet, des nouvelles couches moyennes, comme a appelé comme Kouskar a défini ce mai 68-là. Je rappelle qu'il est différent des mai 68 ouvriers, ou du juin 68, parce que c'était surtout en juin que ça s'est produit pour la classe ouvrière, je pense à Sochaux notamment. En tout cas, ce dont tu parlais à très juste titre, cher Jérémy, c'est-à-dire ce modèle anthropologique, il est parfaitement décrit dans un ouvrage de Kouskar qui s'appelle Le capitalisme de la séduction, qui est un ouvrage de 81. Et là, il montre bien vraiment comment il y a un véritable dressage, justement, à cette société, cette social-démocratie néolibérale, et justement avec un certain nombre de consommations de sang blanc. Je sais pas, que ça va du flipper au jukebox en passant par le jean. Aujourd'hui, on pense à tous ces réseaux sociaux, toute cette pseudo armature qui en fait occupe la population et ne change absolument rien aux moyens de production, ne change absolument rien à la condition de vie, ne change absolument rien à la condition de travail. C'est pour ça que je voulais dire, c'est pas parce que Kouskar, ce que je voulais dire en première partie, j'étais très confus, je m'en excuse, c'est pas parce que Kouskar dit qu'il n'y a pas eu de révolution en 68 qu'il ne faut pas la faire. Lui, il faut rester fidèle à la classe ouvrière, il faut passer au socialisme. La vraie révolution, c'est passer au socialisme. Au socialisme, au sens quand même pas au socialisme de François Hollande, on est d'accord, il s'agit du socialisme historique au sens peut-être des marxistes ou des marxistes-léninistes. Voilà, exactement. Le Parti socialiste est par définition le parti des gens qui sont contre le socialisme. Je crois qu'ils l'ont suffisamment montré. Le mode de production socialiste. Alors c'est vrai que Marx n'a jamais parlé de mode de production socialiste. Dans la critique du programme de Gotha, il parle de premier stade vers le communisme. Alors Lucien Sèvres s'est autorisé à dire qu'en fait on pouvait passer à pieds joints vers le communisme en faisant dépérir l'État sans prendre le pouvoir. Ça, j'ai jamais trop compris comment il y arrive. Mais bon, dans la plupart des marxistes traditionnels, les marxistes-léninistes, on conçoit qu'il y a un moment où il faut non seulement s'emparer des grands moyens de production et d'échange, briser l'appareil d'État bourgeois et construire le socialisme. Donc tout ça, ça implique effectivement un changement du mode de propriété. C'est ça qui est essentiel. Ça n'a rien à voir avec l'imagerie révolutionnaire, parce que ça peut même se faire en douceur. Un changement de propriété, ça peut se faire légalement. Simplement, ce qui n'est jamais évidemment sans violence, c'est la contre-révolution. Il y a toujours des contre-révolutions dans ces cas-là. Et on le voit actuellement au Venezuela. Il y a un processus qui tendait à ça, mais il y a toujours une bonne partie du privé
qui est en train de faire des coups fourrés pour... heureusement, la population, là... tant mieux si le processus est démocratique, parce que comme ça, on peut... En plus, on a le plus large soutien de la population. Hein. C'est pas la question de la violence politique ou pas. C'est la question de la propriété. C'est essentiel. Je rappelle que l'arnaque des socialistes, tu as bien raison de distinguer le Parti socialiste du socialisme, cher Jérémy. Une des arnaques, par exemple, d'un Michel Rocard, c'était de dire... Je la trouve fondamentale, cette phrase. L'essentiel, c'est pas la propriété, c'est le pouvoir. Ça veut dire laissez-nous faire. Laissez-nous faire, laissez-nous au pouvoir et vous verrez, on va changer la vie. On fera les choses. Quand même, en 80, hein. On fera les choses à votre place, en fait. Et aujourd'hui, avec Hollande, c'est encore pire. Je veux dire, on a passé à un autre stade. Du temps de Léon Blum, on se contentait d'abandonner les républicains. À partir de Hollande, en termes d'impérialisme, on est allé jusqu'à soutenir quand même le régime ukrainien qui rétablissait la croix blâmée, hein, dont le ministre de l'Éducation était un membre de Svoboda, c'est-à-dire les nazis. Et on disait que Al-Nosra faisait du bon boulot et que Bachar al-Assad ne méritait pas de vivre. Donc c'est-à-dire qu'on soutenait carrément le pire du fascisme. Ça, c'est le Parti socialiste. Donc c'est même plus un parti social-démocrate, c'est un parti social-impérialiste, socialement impérialiste en parole. Donc je veux dire, plus que jamais, il est absolument nécessaire, contre cette fausse gauche-là, de recréer un véritable bloc marxiste-léniniste autour de la classe ouvrière élargie, hein, sous la direction ouvrière, enfin, avec les ouvriers, les employés, comme base hégémonique, avec tous ses alliés. Hein, si les couches moyennes veulent rassembler ou des individus de diverses couches, en tant qu'individu, tout le monde est bienvenu, mais en se posant des questions marxistes. Longtemps, je me suis demandé pourquoi dans les milieux communistes, les gens ne disaient plus Marx, ne s'intéressaient plus à Marx. Je me disais, c'est parce qu'il y a un problème idéologique, parce qu'ils n'ont pas assez lu, qui font de la politique, ce que je me disais quand j'étais jeune. Bon, ça s'appelle de l'idéalisme, hein, quand on pense comme ça. Non, on ne lit plus Marx parce que justement, la ligne est mauvaise. Si la ligne était bonne, les gens se remettraient à se poser de bonnes questions. En tout cas, c'est vraiment là que ça se passe, c'est dans nos organisations historiques de la classe ouvrière que ça se passe. Voilà. Et c'est pour ça que je ne veux absolument pas me gargariser de ce discours kouskarien, qu'on nous sert aussi à droite. Kouskar a ses lecteurs à droite. Ça fait partie d'un jeu de la droite de servir de Kouskar pour fustiger les bobos, en disant la politique strictement populiste. Et je rappelle que le marxisme n'est pas un populiste, le marxisme est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne s'agit pas simplement de dire il y a des bobos qui consomment ludiquement, marginalement, et le peuple, lui, il est différent. Oui, non, il faut aussi savoir c'est comment est-ce qu'on rétablit une société juste, une société juste pour les producteurs. Et pour ça, il faut être marxiste. Et Kouskar, lui, il l'était. Donc, il y a une arnaque. Kouskar était un auteur que j'ai connu totalement inconnu et qui aujourd'hui maintenant devient presque un passe-partout, mais complètement déformé parce qu'on nie son substrat marxiste. On nie le fait même qu'il était, lui, s'il a montré que 68 était par une révolution, c'est parce que justement lui, il la voulait à la révolution, la vraie. Alors en effet, c'est vrai que c'est un des messages qui est occulté de Kouskar, c'est toute cette partie politique sur lequel ça vaudrait le coup qu'on refasse une émission pour expliquer quelle est l'analyse qu'il a portée, qui reste d'une grande actualité, et où il démontre en quoi le marxisme-léninisme reste la matrice d'analyse du réel, enfin de la réalité d'aujourd'hui, la matrice scientifique, et que voilà, c'est du coup ce qu'il peut apporter, il ne fait pas les choses à la place des gens, justement, loin de là, mais ce qu'il peut apporter est très, très intéressant, aide à comprendre le monde d'aujourd'hui. Alors justement, peut-être pour les auditeurs, pour leur faire comprendre un petit peu, enfin comprendre c'est un peu hautain comme position, mais pour décrire un petit peu tout ça, il y a le fait que, par exemple, aujourd'hui, prenons cet exemple. Les gens aujourd'hui en sont amenés à passer eux-mêmes leurs produits à la caisse, à passer eux-mêmes Et donc, en étant consommateur, on masque une partie de la production. Cette partie, tout ce travail gratuit qui prend une ampleur croissante et qui que je crois Kouskar évoquait sous le terme du concept de l'animation machinale. C'est nous qui donnons vie à la machine, et à son époque, il prenait l'exemple du flipper où il suffisait d'appuyer pour donner vie à cette machine et lui faire réaliser des choses. Et aujourd'hui, c'est un peu on peut prolonger ça avec cette croissance
façon de faire qui consiste à ne plus faire par un salarié, mais à faire par du travail gratuit, où on fait soi-même ses démarches sur Internet, on passe soi-même ses objets à la caisse, on collabore, on se fouette nous-mêmes quelque part. C'est assez intéressant. Peut-être que tu peux nous dire un petit peu 2-3 choses à ce sujet, au sujet de cette animation machinale et de ce développement du travail gratuit, de cette exploitation, mais pas par la consommation. Mais justement, là, je trouve que tu as suffisamment décrit le phénomène pour ce qui n'est pas besoin de développer, justement parce que on a dressé les gens à un type de consommation purement enfantine, ludique. Les gens trouvent ça presque amusant de payer de faire leurs courses eux-mêmes et de tout payer. C'est une nécessité pour les capitalistes pour se renflouer. Mais il faut bien sûr savoir et replacer tout ça dans un contexte marxiste et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, au contraire, c'est peut-être toi qui vas développer ça parce que tu connais ça beaucoup mieux que moi en tant qu'économiste. Dans la composition organique du capital, la part de profit ne peut se faire que sur le travail vivant. Et donc justement, la tendance du capitalisme à faire baisser la part de travail vivant dans la composition organique du capital est un piège pour lui-même, c'est-à-dire et se soumet à la basculement du taux de profit qui est inévitable et qui pousse le capitaliste à trouver d'autres débouchés ou augmenter l'exploitation, parce que c'est des solutions qui s'additionnent, augmenter l'exploitation, augmenter l'impérialisme et rentre dans une dynamique qui est complètement folle. Si le capitalisme consistait simplement à produire des richesses qu'on pourrait après répartir, très bien. Mais le capitalisme vise à faire du profit. Et la disjonction entre la possession individuelle des grands moyens de production et d'échange et la production collective de richesses crée une véritable contradiction. Cette contradiction, elle crée des guerres, elle crée l'impérialisme, elle crée le colonialisme, elle crée l'exploitation, et elle ne cesse et ce qu'on voit actuellement avec justement cette disparition de la classe ouvrière, mais aussi le capitalisme en danger. Il a cru qu'il suffisait de laisser la production aller en Chine. Et aujourd'hui, la Chine devient la deuxième puissance économique du monde. Parce que eux, d'une certaine manière, on pourrait faire une émission sur la Chine, mais eux, ils n'ont pas oublié que justement la production de richesse, elle est quand même basée sur le travail vivant. Ça, ils l'ont pas oublié. Donc, en fait, tout cela rentrait dans une stratégie du capitalisme français d'éliminer le plus la classe ouvrière, de l'affaiblir et donc de la diviser, de la délocaliser, de lui retirer tout son poids et tout son honneur. Mais ils n'en pensent pas un paradigme. Ils sont eux-mêmes très très affaiblis et la France devient une puissance de second rang et ne peut même plus se défendre économiquement. C'est pour ça qu'il faut un véritable plan et que quand on discute au sein de la CGT, un plan pour redonner une vitalité au tissu industriel de ce pays et pour que la France retrouve sa souveraineté, son défense. C'est pour ça que la France, en tant que grand pays, doit être sauvée par la classe ouvrière. Et je crois qu'on pourrait terminer là-dessus. C'est la classe ouvrière, au sens large, la classe des travailleurs, qui peut redonner toute sa souveraineté et tout son honneur à notre pays, comme elle l'a fait d'ailleurs pendant la guerre contre l'occupation nazie. Eh bien, merci Aymeric. En effet, voilà. Et donc je rappelle que tu es invité, contrairement donc à certaines utopies qui visent à la fin de la forme parti. Tu invites avec Kluskar et avec d'autres marxistes-léninistes à la formation d'un seul grand parti de masse et de classe, de matrice marxiste-léniniste. Donc en fait, au retour, dit comme ça, c'est pas exactement un retour, mais à la renaissance d'un parti communiste en France. Et tu participes d'ailleurs au pôle de renaissance communiste en France. En plus donc de tes activités d'éditeur. Donc je rappelle sur le thème qu'on vient d'évoquer, les ouvrages de Michel Kluskar parus chez Delga, donc le capitalisme de la séduction sur l'anthropologie du capitalisme moderne, également le frivole et le sérieux, sur mai 68 néofascisme et idéologie du désir, également la production de l'individu qui est un extrait de Lettres et de Code, et puis le fameux Lettres et le Code, qu'il est un peu plus compliqué, qui est la thèse de Michel Kluskar, faite avec Jean-Paul Sartre.
comme directeur de thèse, même s'ils n'étaient pas du tout sur les mêmes idées. Et voilà, et également un petit livre d'Aymeric Monville, petit livre et très percutant, le néo-capitalisme selon Michel Clouscar. Je vous dis à tous, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et une bonne consommation révolutionnaire, et puis un petit peu de consommation mondaine, libidinale, ludique et marginale, parce que les temps veulent ça aussi. Et je vous dis, on se retrouve donc à la rentrée à partir d'octobre. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.